1 minute et 6 secondes, 2 minutes et 11 secondes, 4 minutes et 3 secondes, 55 secondes, 54 secondes. Je suis pas en train de vanter mes prouesses, mais je suis bien en train de parler le temps qu'il a fallu à Pavlovich pour éteindre ses 5 derniers adversaires. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va analyser le combat entre Pavlovich et Curtis Blaydes. Tout d'abord, Brian, salut, comment est-ce que tu vas? Salut Chris, en forme, je suis en forme. Toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors on a une carte qui est pas extrêmement palpitante. On vient d'en parler avant de partir sur l'enregistrement. Le main event, moi je le trouve extrêmement sympa. On a perdu un très chouette co-main event et heureusement, on a eu un peu peur ce matin quand on a vu la news. Heureusement, il est juste décalé d'une semaine. On parlera un peu du business UFC autour des cartes un peu plus fébriles comme celles qu'on a les 2 semaines qui arrivent. Quoi qu'il en soit, voilà, Curtis Blaydes contre Sergei Pavlovich. Comme d'habitude, je vais établir les profils en termes de palmarès et de stats. Et ensuite, on va faire nos pronos stats, puis les forces faiblesses, les game plans et nos pronos officiels. Donc, si mon ordinateur veut bien, voilà, Curtis Blaydes, 17 victoires, 3 défaites. C'est déjà un vétéran à l'UFC. Il a 12 victoires, 3 défaites à l'UFC. Sur ces 17 victoires, il y en a 11 par KO, une par soumission. Et ses 5 derniers combats sont une victoire à la décision contre Volkov avec un nombre incalculable de takedowns réussis. Ensuite, il a sa défaite par KO contre Derrick Lewis. Et là, il est sur une belle série de 3 victoires. Très belle performance contre Rozenstruik. Ensuite, un KO contre Dokos en début de deuxième round, où il nous a un peu surpris sur son pied-point, je dois l'admettre. Et puis, le combat controversé en tout cas décevant contre Thomas Spinal, c'était vraiment un combat, je pense que tous les fans attendaient et malheureusement Thomas Spinal se blesse après 15 secondes, donc on n'a pas eu suffisamment de contenu sur lui. Alors, Pavlovich, de son côté, 17 victoires pour une seule défaite. On va tout de même parler de sa défaite parce que c'était ses débuts à l'UFC, c'était contre Alistair Overeem par Ground and Pound. Je pense que c'est une note très importante sur ce combat. Sur ses 17 victoires, 14 sont par KO, 3 par décision. À l'UFC, comme je l'ai dit, il fait ses débuts, il perd contre Overeem et puis il est sur 5 victoires d'affilée dont on a déjà parlé. 5 KO dans le premier round contre Marcelo Golm, Maurice Green, son ancien partenaire d'entraînement Abdouragimov, ensuite Derrick Lewis et Tai Tuivasa. Alors, en termes de cote de pari, on est à 60%, 40% à l'avantage de Curtis Blaydes. Donc Curtis Blaydes est à 1,58, Pavlovich à 2,38. Est-ce que tu t'alignes à ça? Ouais, je pense. Je pense que les cotes sont assez justes. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, moi je trouve ça impossible de mettre une cote de pari avec un combat incluant Pavlovich. On a finalement peu de contenu sur lui aujourd'hui. Ça va trop vite. Clairement, il est très bon. Il sait comment utiliser son frame qui est anormalement gigantesque. Je veux dire, c'est pas le plus grand en taille de la division. Je crois qu'il fait 1,96. C'est grand, certes, mais c'est pas le plus grand des poids lourds. Par contre, son allonge est extraordinaire. Et puis voilà, il éteint ses adversaires trop rapidement. Depuis son combat contre Overeem, on n'a pas vraiment vu sa lutte défensive testée. Donc je pense que les cotes de Paris ont été définies sur base de Curtis Blaydes est clairement beaucoup plus complet. Curtis Blaydes vraisemblablement devrait être capable, sur papier en tout cas, d'appliquer ce que Overeem a fait lors des débuts de Pavlovich à l'UFC. Encore une fois, il y a ce point d'interrogation sur comment est-ce que Pavlovich travaille sa lutte défensive et son grappling défensif depuis cette défaite. Mais le truc, c'est que Pavlovich peut vraisemblablement éteindre n'importe qui dans les premières secondes et ça peut ressembler à un 80-20 à son avantage. Donc je m'aligne sur les cotes de Paris de par le fait que Curtis Blaydes semble capable d'inquiéter tout le monde et n'importe qui debout aujourd'hui, mais surtout que c'est un des meilleurs lutteurs, voire le meilleur lutteur de la division, en tout cas à l'ouvert, clairement le meilleur lutteur de la division à l'ouvert. Et on part du principe, à mon avis, qu'il sera capable de trouver son ouverture en lutte dans ce combat.
Sur quelle question est-ce que je te lance? Ouais, je vais peut-être te lancer plutôt sur Curtis Blades, sur lequel on a plus d'informations. Est-ce que tu peux m'établir un profil de celui qui a probablement le meilleur surnom à l'UFC, puisqu'il fait un petit jeu de mots entre son surnom et son nom de famille, quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ouais. Curtis Blaze, bon, bah, il est réputé hein, pour sa lutte. Et alors pour une lutte à l'ouvert en plus. Donc son spécial, c'est ce qu'on appelle le blast double leg. Donc il va descendre, à peine saisir les jambes, mais rentrer avec sa tête et puis emmener au sol. Donc ça c'est une technique qui est bien utilisée hein, parce que celui qui l'utilise le mieux je trouve en lutte olympique c'est Jordan Burroughs et on la voit très peu en MMA. Parce que la Mhm, plupart du temps, c'est sur des double legs où la tête est sur le côté et on va sur ce qu'on appelle un drive, tu vois. Et lui, il l'utilise très très bien. C'est quelqu'un qui vient avec cette force-là. Donc même s'il doit affronter un grappleur, il va chercher à le mettre au sol. Pas forcément pour continuer à travailler au sol. Donc on l'a vu contre comment il s'appelle l'excellent grappleur poids lourd qu'il a battu là par KO. Enfin un truc bizarre. Là. C'était pas. Oh. Aspinal. Non, 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 non. Attention. C'était une décision vraiment très étrange. Il lui a mis un front kick au sol qui a pas touché, etc. Volkov, voilà. Volkov. Alexander Volkov. Non, c'est pas Mhm. Volkov. Qu'est-ce que je Non, parce que raconte? c'est pas un grappleur. Attends. Qu'est-ce que je racontais Ça ça? remonte. Ouais, peut-être. Hein. Je suis en train de regarder la suite de. Excuse-moi. Ah, Oleinik. 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 Ouais. Il lui a mis un front kick alors qu'il était au sol. Et donc Oleinik, très très bon grappleur, dangereux partout, gros jeu de soumission. Et pour autant, Curtis, dans son game plan, c'était de pouvoir le mettre au sol, sans pour autant continuer à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Donc il implémente sa lutte dedans. Moi, j'ai vu une vraie évolution sur son striking mhm. depuis son arrivée à l'UFC. Donc un striking, alors avec assez simple, tu vois, beaucoup de feintes, des changements de garde, du in and out, des mouvements de tête. Par contre, je trouve que défensivement, il manque de responsabilité. Ouais. Et on l'a vu dans ses défaites, tu vois. Ouais, je trouve aussi que il encaisse fort les jabs. Ça passe très très bien contre lui. Mhm. Et j'avais l'impression que contre Dokos, il avait fait une vraie masterclass. Et en fait, quand tu regardes les 30 premières secondes, il se fait bien toucher deux, trois fois. Ouais. Et c'est le genre de truc contre Pavlovich, ça ne passe pas. Alors, Donc ouais, ouais. Dokos, ce combat est vraiment étrange. Donc en striking, le premier round, je me dis oh là là, il va se faire éteindre. Il se fait toucher défensivement, c'est pas du tout responsable et tout. Il rentre dans le deuxième et là il nous fait deux trois petits switches, un changement, boum et il connecte avec sa droite, tu vois, avec un petit décalage sur le côté. Enfin un truc genre une fois il nous fait un jeu de jambes. C'était un peu surréaliste, tu vois, entre ce qu'il a Ouais. proposé au premier round. Donc moi c'est sur le striking, je trouve qu'il a une mauvaise gestion de sa distance, par exemple. Ça s'est amélioré, clairement ça s'est amélioré, mais défensivement je le trouve pas très responsable. Et donc je te suis un petit peu sur le fait que même si la cote de Paris 60-40 semble juste, si je dois mettre une pièce, tu vois, si je dois mettre de l'argent sur un combattant, je mettrais sur Pavlovich qui est au premier round. Clairement, clairement, tu vois. Mhm. Euh, Mais en tout cas, pour en venir à Curtis Blade, très, très gros cardio aussi. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Relativement patient comme combattant. Voilà, hein, pour comment je pourrais le définir. Ouais, je pense que voilà, le seul point qui manque peut-être, c'est excellent contrôle au sol. Quand il tombe contre quelqu'un qui n'est pas un grappleur, il n'hésite pas à prendre sa position Mm. et à être vraiment violent dans ses attaques au sol, notamment avec ses coups de coude. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc il a cette Ouais, capacité quand même d'aller terminer quelqu'un qui est pas extraordinaire sur son dos. Et je pense qu'il serait même capable de terminer quelqu'un qui est très bon sur son dos. C'est juste qu'il prend entre guillemets pas le risque.
Mais ici, face à Pavlovic, s'il amène au sol, il va pas faire comme face à Oleinik. Je crois qu'il Clairement. il va prendre ses positions et il va chercher à terminer avec du grand endpoint. Ça me paraît assez clair. Et Alors, donc du côté, c'est quelqu'un qui va dans ses forces dans tous les cas. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans son évolution, je dirais. Il est venu à l'UFC avec une seule force, ce qui lui a posé problème dans certains combats, Mhm. notamment contre Ngannou les 2 fois, et qui du coup avait 2 choix. Il avait le choix de devenir un peu comme Khabib, à être unidimensionnel, mais tellement fort dans sa dimension qu'il rétame tout le monde, Mhm. ou bien devenir un peu plus complet pour varier son jeu, être plus dangereux partout. Et au final, bah, ça a fonctionné contre Doko, hein. Et finalement, Doko, ça reste un striker. Il a battu Mhm. un striker en striking, ce qui le fait rentrer clairement dans la catégorie des combattants complets, mais tout de même avec cette dimension de prédilection qui est la lutte et le top control. Du côté de Pavlovic, est-ce que tu as d'autres trucs à dire que combattant agressif qui sait saisir ses opportunités, qui sait travailler son allonge et qui a une excellente, je vais pas dire une excellente anglaise propre, mais offensivement son anglaise est vraiment très très bonne, je dirais, parce qu'il est capable d'envoyer des longues combinaisons et au sein de la même combinaison, tu as des coups qui viennent de tous les angles différents. Tu vas avoir des coups en ligne, tu vas avoir des coups qui viennent d'en bas vers le haut, des uppercuts, quoi, des overhands, des crochets. Donc ça vient un peu de partout. C'est une boxe qui est difficile à défendre selon moi. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire. Enfin, voilà, il est capable aussi d'engager avec des angles différents, notamment son KO contre Abdouragimov. Ça vient d'un très long uppercut arrière. Mhm. Il envoie aussi ses jabs sur différents angles. Donc voilà, mais comme je le dis, il Mhm. finit tout au premier round, donc on n'a pas beaucoup de données analytiques sur le garçon. Alors, agressif, pour moi, il y a de la violence dans ses coups. Je le trouve pas très agressif, enfin pas très agressif. Je le trouve assez calculateur, tu vois, responsable défensivement, donc il peut désengager, il est à sa garde haute. Par contre, je le trouve très précis Mhm. dans ses frappes. Comment dire ça? Tu vois, par exemple, un Ngannou, on pourrait dire il est agressif, c'est-à-dire que ses frappes, il va pour arracher une tête, tu vois. Ouais, Oh, ça ouais, peut ouais, ouais, traverser. Lui, il va en frapper, pouf, ça a touché, il est déjà en train d'envoyer la suivante, tu vois. ouais. Et dans cette question d'angle, euh, je ne pense pas que ce soit genre, c'est pas parce qu'il a drillé des combinaisons gauche, droite, uppercut, crochet très variées. Je pense qu'il sélectionne les ouvertures et que ces frappes, pour pouvoir sélectionner, tu peux pas surengager. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et d'où Ouais, cette précision. Cette précision, c'est il va viser les zones sensibles et il obtient ses KO. Moi, je le trouve techniquement très bon. Son anglaise est très bonne. Pour un poids ouais, lourd, ouais, elle ouais. est vraiment très bonne. Euh, Effectivement, on a des questionnements sur sa défense de lutte, sur son cardio, bien Ouais. évidemment. Mais moi, je le trouve dangereux, très dangereux, ouais, tout à fait. Ouais, j'aime bien que tu aies parlé de Ngannou parce que je voulais justement qu'on en discute un tout petit peu sur la comparaison que certains peuvent avoir sur Pavlovich et Ngannou parce que c'est deux mecs qui gagnent souvent de manière expéditive grâce à leur puissance dans leur frappe. La Mhm. grosse différence évidemment entre Ngannou et Pavlovich, c'est que Ngannou a de nombreux KO sur une seule frappe, Pavlovich moins. Et j'ai l'impression que quand quelqu'un se fait toucher par Pavlovich, c'est un peu la même réaction que quand quelqu'un se fait toucher par Ngannou. Et selon moi, la grosse différence entre les deux, c'est que Ngannou exploitait sa force pour avoir ce KO sur une frappe et ça le poussait de temps en temps, même souvent, à surengager. Le pire ou le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est contre Rozenstruik, hein, où c'est très brouillon, mais c'est efficace. Tu sais, où il surengage, il se laisse emporter dans Mhm. dans son mouvement. Pavlovic, c'est pas quelqu'un qu'on va voir faire ça. Mhm. C'est pas quelqu'un qui va surengager au point de devoir De passer se faire de saisir, droitier ouais. à gaucher et je pense qu'il a effectivement une responsabilité défensive dans ses combinaisons. En tout cas, il est plus propre, il est plus stable dans ses combinaisons, mais ça l'amène aussi à nécessiter une combinaison pour finaliser. De par son Ouais. style ou sa façon de frapper,
je le vois pas finaliser sur vraiment une frappe qui éteint directement. C'est plus la combinaison des frappes qui va éteindre son adversaire. Après, on reste chez les poids lourds, donc ça me surprendrait pas qu'à un moment il envoie un uppercut et que ça éteigne complètement les lumières de son adversaire. Mais son jeu ou son objectif n'est pas celui d'éteindre sur une frappe. Il est sur celui d'éteindre à l'aide de plusieurs frappes qui se séquencent. Et donc cette faculté à pouvoir combiner, pour moi, c'est un point fort dans sa lutte défensive, tu vois. Mhm. S'il surengage, il peut donner l'opportunité à un bodylock, un double leg en contre. S'il est capable de garder cette distance pour regarder où sont les ouvertures, un Curtis qui va descendre dans ses jambes ou qui va vouloir se rapprocher, il va pouvoir mettre, euh, mettre de la distance, défendre beaucoup plus rapidement. Ouais, clairement. Et, et pour mettre en parallèle des combattants, moi je pensais, on a tous les deux parlé de l'uppercut de Pavlovich, mais moi l'uppercut de Pavlovich, même s'il est en offensive et qu'il ne vient pas en contre, me fait penser à l'uppercut de Derrick Derrick Lewis Lewis. en Ouais. contre. Et ça, je trouve ça, enfin voilà, je trouve que il y a quelque chose qui se passe, tu vois, sur ces deux coups-là, tu vois. Ouais, et j'aime bien que tu ouvres la porte à la discussion de Derrick Lewis, parce que moi j'avais remarqué un truc auquel j'avais jamais pensé par le passé, et que bizarrement c'est Derrick Lewis qui m'a fait un tilt stratégique, qui l'aurait cru. Euh, la grande force en lutte de Curtis Blades, c'est à l'ouvert. Alors je sais pas si Mhm. Derrick Lewis l'a fait exprès ou s'il l'a fait par défaut passivement dans le combat, mais Derrick Lewis automatiquement s'est mis dos à la cage contre Ah. Curtis Blades. Du coup, Curtis Blades, il pouvait pas shooter à l'ouvert parce qu'il n'y avait pas d'espace derrière. Donc quand il faisait ses entrées en lutte, il devait lutter à la cage et c'est pas là où il excelle le plus. Mhm, Et mhm. donc on a vu un Derrick Lewis qui était relativement compétent face à Curtis Blades en lutte. Tout simplement parce qu'il n'a pas laissé l'opportunité à Curtis d'imposer sa lutte de prédilection. Et Curtis Blades n'a pas le niveau de Daniel Cormier en lutte à la cage, donc il n'a pas su avoir ses amenés au sol et son contrôle comme il a habituellement. Et puis finalement, il y a cet uppercut sur un très très bon timing qui est venu. Et donc là, c'est un peu tricky, je trouve, parce que Pavlovich est plutôt quelqu'un qui avance. Euh, Est-ce que ce serait intéressant pour lui d'avoir cette stratégie de se mettre un peu dos à la cage pour pas laisser la lutte à l'ouvert à Curtis Blades? Mhm. Ouais, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est une réflexion intéressante, tu vois. Ouais. Mais purée, ça veut dire quand même que tu fais le pari que tu vas, comment dire ça, défendre sa lutte à la cage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de un, tu fais le pari que tu vas défendre sa lutte à la cage, et de deux, tu fais le pari aussi que tu vas trouver tes ouvertures sans toi-même réellement avoir la main mise sur la distance. Parce que Ouais. si tu te mets dos à la cage, Mm. le principe, c'est de pas trop souvent avancer, parce qu'à chaque fois que tu avances, tu dois toi-même reculer vers la cage. Et donc, tu as pas cette notion de distance. Et si tu engages, et qu'à chaque fois que tu engages, ce qui est fort probable, Curtis Blades désengage, Mhm. tu trouves jamais tes ouvertures en initiant l'action. Tu vas chaque fois les trouver en contrant. Et je suis pas certain que ce soit une bonne idée contre Curtis Blades. Mais Bah, ça valait peut-être la peine d'être souligné tout de même, parce que pour les athlètes qui sont très forts en contre, et qui aiment pas spécialement mettre la pression, ça peut être une ouais. porte ouverte stratégique de se mettre dos à la cage face à Curtis Blades quand il le rencontre. Ouais, ça pourrait être un plan B, tu vois. Ouais, Ça ouais, c'est pourrait être clair. un plan En B plan B, ça peut être pas mal. si par exemple il se fait mettre au sol un peu trop facilement à l'ouvert et qu'il perd son round, son premier, son deuxième, et qu'il se dit, ben non, j'arrive pas à défendre. Troisième round, travailler à la cage et puis chercher à connecter dans l'échange, tu vois. Ouais. Mm, 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 mm. Alors, je propose que là, comme on a bien établi les profils, est-ce que tu as noté des points particuliers en termes de stratégie pour l'un ou pour l'autre? Moi, je pense que là, on est clairement dans une opposition striker contre lutteur-grappleur, tu vois. Ouais. Donc, je pense que les deux vont vouloir rester dans leur domaine. Mhm. Euh,
j'espère pas, hein, je n'espère pas que Curtis Blade se dise tiens, je vais me tester debout comme il l'a fait Dokos. avec d'autres, tu vois. Mhm. Euh, J'espère qu'il va arriver, travailler, être très responsable défensivement et trouver ses ouvertures pour mettre au sol et travailler que au sol, quoi. Ouais, Le grand ouais, man je pense. count, le contrôle, pour moi, c'est son chemin le plus sûr et sécure vers la victoire. Mhm. Et ouais, donc je vois pas trop d'autres chemins possibles de victoire, tu vois? Ouais, moi je suis entièrement d'accord. Quand tu combats contre Pavlovich et que tu as un style comme Curtis Blades, tu peux pas te dire ok, je vais aller le tester debout. C'est trop Ouais. risqué. Je dis pas que c'est Mm. impossible pour lui de gagner debout. Ça l'est certainement pas, surtout chez les poids lourds comme on connaît, une suffit. Mais là où tu as le plus de chances de gagner, là où c'est un pari le moins risqué, c'est dans la lutte. Et je pense que contre Dokos et contre Aspinall, il avait cette vision de dire bah, je vais laisser passer quelques minutes sans même feinter ma lutte pour vraiment surprendre avec plus tard dans le combat. Mais Pavlovich, le problème, c'est que il C'est là où il t'amène est le pas plus dangereux. spécialement plus tard dans le combat. Et donc je pense que Curtis Blades, pour une fois, je pense que la dernière fois qu'il a montré de l'urgence dans la lutte, c'était contre Volkov. Il doit faire preuve d'urgence, il doit aller tester la lutte Mm. immédiatement, quitte à devoir bloquer à la cage si son takedown ne fonctionne pas pour Ouais. fatiguer Pavlovich. Ouais. Parce que plus le combat va avancer, plus ce facteur puissance, vitesse, précision de Pavlovich va diminuer. Mm. Et pour Pavlovich, bah, je pense que la stratégie est assez claire aussi. Il doit avoir un système défensif par rapport au blast double de Curtis Blades. Ça peut Mm. se jouer sur du mouvement latéral un peu plus constant que ce qu'il a l'habitude de faire, des menaces du percute pour que Mm. Curtis Blades se souvienne de ce qui s'est passé face à Derrick Lewis. Euh, et beaucoup travailler son jab. Je pense que, comme tu l'as très bien souligné, Curtis Blades n'a pas spécialement encore une très bonne notion de la gestion de distance debout. Il peut se faire surprendre par la longe de Pavlovich. Mm. Mm. Il a toujours eu du mal à défendre en anglaise les jabs. Et le jab est un très bon outil pour garder un lutteur à distance et du coup voir venir les takedowns de plus loin. Mm. 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 Ouais, je pense que c'est clairement ça la stratégie. Mhm. Euh, je pense que alors comment il doit faire? Est-ce qu'il doit tu parlais de changement, de déplacement, le mettre dans le soit t'as deux solutions hein, face à un lutteur. Soit tu le mets dans une position où il ne peut pas shooter, donc avec des déplacements, ou Mhm. soit tout simplement tu vas défendre sa lutte quand elle arrive un peu au contact, tu vois, avec les sprawls, les pummelings pour récupérer les zones de roue, tu vois. Ouais. Et je me demande si, vu la manière dont il lutte, je me demande si Pavlovich n'aurait pas intérêt à défendre sa lutte, euh, son blast, tu vois, un petit peu au contact comme ça. Dès Ouais. que ça arrive, de ne pas vouloir chercher à résister, mais de se faire tirer, tirer, tirer jusqu'à la cage, pendant qu'il est poussé vers la cage, passer au moins un underhook, mettre peut-être un frame sur son visage pour mettre de la distance, frapper au corps, ressortir, tu vois. Ouais. Et ça peut avoir comme effet qu'après, il aura des ouvertures en anglaise. Ouais. Dans le sens où Curtis Blade, quand il va vouloir descendre, il va être obligé de descendre ses mains, tu vois, pour aller saisir les jambes. C'est un peu ça qu'il fait, tu vois. Et dans Ouais. ces moments-là, avec des frames, avec de la distance, il aurait des ouvertures. Ouais. Tu vois, Je sur pense que les... ouais, je te rejoins par rapport au style de Blades et par rapport à la façon de combattre de Pavlovich. C'est plus intéressant de prendre cette deuxième option que celle Ouais. des déplacements parce que un Pavlovich qui se déplace latéralement, je sais pas quelle sera l'efficacité parce qu'il attaque beaucoup dans la ligne de base. Ouais, et puis ça te pousse à être toujours entre guillemets en déplacement et donc être concentré plus sur ton déplacement que sur ton offensif. Ouais, La menace de takedown est toujours présente. Si tu t'arrêtes, eh bien tu sais pas si ton système défensif va être efficace pour ne pas se faire mettre au sol.
Et ça peut, le fait d'être concentré dans les déplacements, ça peut aussi donner des ouvertures debout, tu vois, en Ouais, striking pour Curtis Blade, tu vois. Ok, ouais, il ouais. est occupé à défendre de cette manière-là mes takedowns, il est plus occupé dans ses déplacements, il va peut-être être moins occupé debout sur mes points, tu vois. Donc moi, je préférais le voir défendre quasi au contact, tu vois, Mhm. en absorbant le takedown, en recomposant, en remettant de la distance et en boxant, tu Ouais, ouais, je vois. pense qu'il en serait capable. Et Je du coup, pense aussi, ouais. on en arrive aux pronostics et aux préférences. Mhm. Je vais te laisser la place sur ton prono et ta préférence, tout simplement. Alors, pronostic. Donc, moi, j'ai pas mal pensé, tu vois, cette semaine à la question des pronostics, tu vois, les 60-40, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, que, bah, tu vois, quand tu fais un prono, c'est pas juste une question euh, comment dire ça, d'être le plus juste possible, tu vois. Il y a un côté Mhm. pari aussi derrière. Bien sûr. Et donc, moi, voilà, je pense qu'on est sur du 60-40, Curtis. Ouais. Je pense que il arrivera. Donc, il y a 60% de chances qu'il mette au sol et qu'il l'emporte comme ça à la décision. Mais par contre, en termes de pronostic, je parierais sur une victoire de Pavlovich par KO, Euh, tu vois. Et J'aurais dû donc, parler avant toi. ah mince. J'ai la même chose. J'ai la même chose. Mais en fait, c'est le combat de Max Holloway, tu vois. Plus le combat avançait, plus je me disais, mais t'as dit que soit 55-45, mais c'est pas juste, tu vois. Non, c'est Holloway qui a l'avantage. Il est à 60-40, faut être juste. Par contre, clairement, si tu dois mettre de l'argent, tu le mets sur Allen. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mhm. là, c'est pareil. Donc, je vois 60-40, mais par contre, en termes de pari, ouais, je mettrais de l'argent. J'aime pas dire ça, mais je vais pronostiquer Pavlovich. Mhm. Euh, ouais, par finish. Premier round, deuxième round, tu vois. Ouais. Et je le pronostique euh, en désavantage, enfin en avantage, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Ouais, alors j'allais dire exactement la même chose. J'allais dire, ok, je comprends le 60-40, mais j'ai envie de pronostiquer Pavlovich par KO dans le premier, tout simplement parce que, un, on a déjà vu Curtis Blade se faire arrêter Mhm, trois mhm. fois à l'UFC, et parce que même dans ses derniers combats, enfin son dernier combat qui s'est pas fini sur blessure, donc contre Dokos, on le voit se faire surprendre debout. Et face à Pavlovich, il se fait surprendre de cette même manière, il se fait Ouais. finaliser. Maintenant, juste comme ça, on a quelque chose de différent. Je vais, euh, je vais prendre espoir sur un Curtis Blades qui vient avec une vraie stratégie, qui prend Exactement. pas de risque. Et comme ça, voilà, toi, tu es sur le Pavlo KO 1 ou 2. Et moi, je vais mettre Curtis TKO dans le troisième round, après avoir bien fatigué Pavlo dans le 1 et le 2. Mhm. En termes de Exactement. préférence, est-ce que toi tu en as une? Parce que moi personnellement, euh, celui qui gagne, peu importe la manière, au final, ça va m'intéresser pour la suite. Si Curtis Blades gagne, ça veut dire qu'a priori, soit il a imposé sa lutte de ouf, soit il nous surprend de nouveau en pied-point et on s'y attendait pas. Et du coup, ce petit Blades Jones, si Jones reste et prend pas sa retraite, ça serait intéressant avec ce profil. Au Mhm. même titre que si Pavlovich gagne, ça veut probablement dire que soit il a réussi à éteindre Curtis avant sa première tentative, ou bien il a réussi à défendre la lutte de Curtis et puis il a éteint, ou il a gagné à la décision, peu importe. Bah ça aussi, ça m'intéresse pour la suite dans la division, peu importe contre qui du top. Donc, j'ai pas de préférence dans ce combat. Celui qui gagne, ça va m'intéresser pour la suite, que ce soit pour le titre ou pour un title contention. Eh bien, sportivement parlant, moi, c'est la même chose. Sportivement parlant, si Blades l'emporte, je pense qu'il sera arrivé avec un bon game plan. Je pense qu'il sera responsable défensivement et qu'il aura fait le travail pour gagner. Mhm. Donc, clairement, je serais très satisfait de voir ça. Et de l'autre côté, si Pavlovich l'emporte par KO, euh, ouais, bah forcément, on va être content pour la suite, tu vois, on va être content pour la suite, mais ça me semblera pas logique en soi, mais ça rajoutera un petit peu.
Ça rajoutera Pavlovic. du crédit sur Pavlovic, parce que étonnamment, il y en a beaucoup qui trouvent que Pavlovic n'a pas affronté de gros noms ou ce genre de choses. Mhm. Et il n'a pas, oui, il n'a pas été 100% testé, mais ça reste des poids lourds, hein, donc Ah oui, faut non, pas non avoir une plus. série de 5 victoires chez les poids lourds, ça en dit Ouais, long. Peu importe la ouais, manière, ça en ouais, dit très long. ouais, c'est pas. Donc moi je serais satisfait pour les deux. Alors un combat contre John Jones, aucun des deux. Enfin, j'avoue que John Jones, je sais plus trop contre qui j'aimerais le voir, tu vois. Tellement je le vois au-dessus des autres. Par contre, ce combat m'intéresse pour un adversaire potentiel pour Cyril Gane, tu vois, Ouais. dans un avenir proche. Je sais pas si Proche ou loin. Enfin, parce que moi, dans un personnellement. avenir pas proche, oui. Ouais, Excuse-moi. c'est ça, ouais, parce que Cyril, moi, enfin voilà, je me suis déjà exprimé à ce sujet. J'aimerais le voir de un prendre son temps pour travailler sur ses défauts qui sont maintenant très très visibles aux yeux de tout le monde, et de deux se reconstruire contre quelqu'un qui est un peu plus bas dans le classement. J'ai toujours cité Marcin Tibura. Je pense que ce serait un bon combat de relance pour lui. Pour Tibura, ça reste quelqu'un qui va vouloir grappler Cyril, qui a un striking un peu difficile à gérer. Donc pour moi, c'est un profil qui serait intéressant pour Cyril à l'UFC Paris, par exemple. Et en cas de victoire de Cyril, commencer seulement à reparler des tops de la division. Parce que si le prochain combat de Cyril, c'est contre un Curtis Blades ou contre un Thomas Spinal, je crois que c'est trop tôt par rapport à progresser en lutte Mhm. jusqu'au point d'avoir le niveau pour pouvoir défendre un de ces noms-là. Ouais. Euh, donc voilà, même le Mais perdant de ce combat, j'ai pas moi, envie ce de le serait voir pareil. contre Cyril. Moi, ça serait plutôt genre si Curtis Blade perdait, tu vois. Ouais, Si Curtis Blades perd, moi j'aimerais bien le voir contre Cyril Gane, tu vois. ouais, mais alors ça Et veut dire Gane, pas de ralentir pour hein? Gann. Ça veut dire pas de ralentir pour Gann, quoi. Ouais, mais enfin, il faut pas non plus le descendre trop bas dans le classement suite à sa défaite contre Jones, tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est clair, voilà, Euh, mec, tu perds contre Ngannou qui est le champion en titre, puis tu perds contre John Jones. Tu peux pas te descendre trop bas. ouais, c'est vrai, t'as Malgré raison. tout, Mais c'est quand même et pour je deux te rejoins ceintures. amplement là-dedans. Normalement, il doit encore rester dans le top 5 et tout. Mais par rapport à la manière dont il a perdu et le fait qu'on n'a pas vu une réelle progression Ouais. entre sa première défaite et sa deuxième défaite, qui sont toutes les deux liées au même point, qui est le grappling, qui est quand même prédominant en MMA. Mhm. J'ai envie de lui laisser le temps de progresser sur ce point-là, parce que ça met du temps de progresser là-dedans. Ouais, c'est sûr. Ah bah Et ça clairement sur le plan managérial, ouais, je peux te rejoindre, tu vois, je peux te mhm, rejoindre. Et ouais, mais tu vois, un Curtis Blade, ça reste un profil qui est élevé et qui est déjouable, tu vois. ouais, ouais, c'est vrai. Qui est déjouable. Sergei Pavlovich, ça m'intéresserait beaucoup moins parce que je pense que on assisterait à un combat que Cyril Gane a déjà été Ouais, il a déjà habitué, tu gagné. vois. Ouais, c'est ça. Et puis encore une fois, là, on veut voir une progression en lutte et grappling de Ouais. Cyril. Donc je pense que son prochain adversaire doit être quelqu'un qui va aller le challenger là-dedans. Mais Mais j'ai pas envie de. Enfin, en fait, s'il prend Jones et puis Curtis d'affilée, il prend les deux meilleurs lutteurs de la division de suite. ouais. Il Mais risque d'être à 1-3. J'ai pas envie de le voir à 1-3 sur ses 4 derniers combats. ouais. Euh, j'ai envie vraiment que son prochain combat, il rentre avec un statut de vrai favori, mais avec ce petit point d'interrogation, euh, et, et qui prenne son temps. Il est encore jeune dans sa carrière, il est encore jeune Non, t'as en âge raison, hein. pour un poids lourd. Donc, et en plus, si c'est à l'UFC Paris, il serait probablement main event. T'as envie de, voilà, l'UFC devrait avoir envie de le voir gagner, et alors Mm. peut-être le challenger en décembre ou janvier, le remettre dans le main après une victoire, justement face à un Curtis ou un Grenon ou un Thomas Spinal qui revient par exemple à ce moment-là. Et comme ça lui aura donné quasi un an pour vraiment travailler et tourner un coin sur son grappling défensif. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Tibura, ça pourrait être pas mal. Mais clairement, je te rejoins sur Thomas Spinal. Je le vois pas passer Thomas Spinal, tu vois. Ah non, 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 je suis d'accord. Thomas En Spinal, étant, ouais.
Ouais, Après, il on faut est. voir comment Thomas Pinal revient de sa blessure, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il ne reviendra pas à 100%, que c'est quand même une sérieuse blessure au genou. Donc on verra aussi le retour de Thomas Pinal. Mais si c'est un retour de Thomas Pinal comme on a pu le voir dans son ascension à l'UFC, je donne pas Cyril favori face à Mhm. l'Anglais. Euh, Ouais, parce que tu le fais des Tibura, c'est 10, hein. C'est ça, hein. Il est c'est quoi? classé dixième. Il est classé dixième, Ouais, hein. je sais que c'est assez bas dans le classement, Ouais. mais voilà, c'est difficile de trouver. En fait, c'est juste qu'il y a une difficulté à trouver quelqu'un qui peut le challenger ou qui va en tout cas avoir ce mindset. Je vais grappler contre Cyril et qui soit dans le top 10, tu vois, parce que tu peux pas mettre. Enfin, tu vois, 6, c'est Tuivasa, déjà affronté. Volkov est en 7. Alors oui, un rematch pourrait faire du sens parce que Volkov se réinvente un peu, mais bon, bof. Ouais, non. Spivak, ça pourrait aussi, mais je le trouve peut-être encore aussi un peu trop dangereux sur sa lutte. Jairzinho, on a déjà vu, et donc Ouais, on donc en on a arrive à Tibura. Tibura. Et c'est pour ça que j'avais Tibura en tête. Ouais, ouais, Euh, je peux l'entendre. Mais dépendant de la prestation de Curtis Blades, je pense que si s'il nous fait une mauvaise prestation, je pense que là, ça m'intéressera ouais, de le voir, ouais, tu vois. Mais pas forcément pour juillet, hein, clairement. ouais. Clairement, pas forcément pour juillet. C'est Mais en tout, septembre, je pense, l'UFC Paris. ah bah voilà, septembre. Bon, Ouais. ça s'entend. Euh, bon, on va peut-être passer très rapidement en revue le reste de la carte. Comme on l'a dit, elle est très pauvre, surtout maintenant qu'elle a perdu le co-main event qui était vachement intéressant, mais dont on parlera la semaine prochaine. Hors antenne, tu disais, voilà, il y a Bobby Green, toujours fun. Ouais, En plus, ils l'ont mis contre Jared Gordon, qui a commencé à avoir une name value suite à la controverse contre Paddy Pimblett. ouais. Euh, et puis il y a le frère Ousmane qui a aussi sa petite name value, qui arrive chez les poids lourds où tu peux faire une ascension. Enfin, c'est toi qui le disais, je vais pas prendre le Ouais. crédit. Où tu peux faire une ascension assez rapide. Moi, je t'avoue que le frère Ousmane m'a pas spécialement impressionné. Il m'a juste impressionné dans sa dernière victoire parce qu'il était extrêmement underdog. Mhm. Il nous met un KO un peu à la Gilbert Burns contre Demian Maia, donc ça fait preuve de puissance dans les points et de timing. C'était assez impressionnant. Mais voilà, cette carte-là, je vais pas mentir, je vais la regarder de nouveau pour peut-être découvrir de nouveaux talents, même si, comme tu l'as souligné, la plupart des athlètes sortent d'une défaite. Donc on sait déjà où les situer. On a un Brad Tavares contre un Bruno Silva. Bah, on sait que c'est des mecs qui sont à l'UFC pour tester l'entrée top 15. Mhm. Et voilà, je sais pas si toi tu as un point à ajouter, si tu veux peut-être établir le profil de Bobby Green, mais on a un autre podcast à enregistrer, Mhm. Ouais, donc on exactement. peut peut-être passer pour se concentrer sur celui-là. Tout à fait, tout à fait. Mais non, là sur le truc, bah, dans le podcast, il y a un combat qui nous intéresse, mais on y reviendra dessus Oui, cette exact. semaine. J'ai oublié de le dire. On va se mettre face au mur parce qu'on doit encore prévoir le moment où on va enregistrer. Mais on voulait faire un podcast à part pour donner du crédit aussi et de la visibilité à notre cher et tendre William Gomis qui fera son deuxième combat à l'UFC ce week-end aussi. Ouais, contre un adversaire qui, je pense, est un adversaire assez solide. Ouais. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter, tu vois. Mais ça va être en tout cas, moi, sur la carte, hein, ça va être le deuxième combat qui m'intéressera le plus, quoi. Ah bah forcément, ouais, forcément. Ça aurait été le troisième si on avait gardé le co-main event, mais Bien ouais, évidemment. ce sera le deuxième ici. Ok, Brian, comme d'habitude, merci à toi. Nous, on se Merci à toi retrouve aussi. dans quelques secondes pour, pour notre autre podcast. Et bah, je sais du coup pas comment terminer le podcast. Merci à tous d'avoir suivi. À Ouais, très bientôt. n'hésitez pas à nous dire si dans la carte il y a des noms qui valent le coup d'avoir un œil dessus, ou ce que vous pensez du combat poids lourd et de l'avenir aussi, ce qu'on n'a Ouais. peut-être pas vu dans leurs forces et dans leurs faiblesses. Nous, moi, ça m'intéresse. Nous, ça nous intéresse toujours d'avoir votre avis là-dessus, hein. Yes, voilà, une très bonne conclusion. Merci à toi, Brian. Ciao!